Voilà, merci Denis. Bonsoir Edgar, je vais vous demander de prendre le micro. Alors c'est vrai que dans quelques instants après votre intervention, nous serons rejoints par deux personnes qui vont vous écouter et qui après vont réagir à vos propos. Alors je crois pouvoir dire aussi que ce public, 700 personnes, vous regardez, il y en a presque jusque là-haut, ont choisi de venir vous écouter. Donc je ne vais pas être beaucoup plus long, mais j'avais quand même une petite question, puisque lorsque nous avons échangé, je me suis inspiré de votre titre et vous m'avez dit très exactement, lorsque nous avons échangé, vous me précisiez, il ne s'agit pas pour vous, dans vos propos, de refonder une pensée politique, de renforcer un projet. Il s'agit plutôt d'en poser, comme vous le disiez, les bases anthropologiques. Finalement, c'est quoi votre intention, Edgar? Eh bien, écoutez, c'est vrai qu'on emploie beaucoup aujourd'hui le mot de refonder une pensée politique, mais on parle de refonder une pensée politique en pensant surtout à un programme, une ligne de conduite, et on ne pense pas à ce que signifie le mot de refondation, c'est-à-dire réfléchir sur les fondements sur lesquels se base toute pensée, y compris politique. Je m'explique tout de suite. Par exemple, toute politique est fondée sur une conception explicite ou implicite de ce qu'est l'humain. Par exemple, pour Rousseau, l'homme est bon, donc il faut qu'il ait le maximum de liberté. Pour Hobbes, l'homme est mauvais, il faut qu'il ait le maximum, qu'il soit au maximum contrôlé. Pour Marx, l'homme est avant tout producteur et producteur de lui-même, et à ce moment-là, il verra surtout les facteurs productifs, techniques et matériels. Bon. Il y a aussi la conception de la réalité. Justement, je viens de parler de Marx. Marx était persuadé que la réalité était matérielle, pas seulement la réalité physique, mais toute réalité était surtout une chose de la matière. Or, aujourd'hui, nous savons que c'est beaucoup plus complexe. Nous savons que la matière n'est qu'un aspect figé de l'énergie. Nous savons qu'il y a du vide. Nous savons qu'il y a des problèmes qui ne sont pas... Mais il est certain qu'avoir une conception de ce que c'est la réalité est une chose très importante. Si vous dites la réalité humaine et spirituelle avant tout, vous êtes orienté d'un côté. Bon, par exemple aussi, Marx pensait qu'il était déterministe, parce que la science, à son époque, était totalement déterministe. Ça voulait dire qu'on pouvait prédire, si on était assez perspicace, le devenir des sociétés. Et c'est ce qu'il a fait en disant que l'avènement de la société sans classe était quelque chose de déterminé par l'évolution qui faisait diminuer, qui laminait les classes moyennes au profit de l'extension du prolétariat et du rétrécissement de la bourgeoisie, etc., etc. Donc, si vous voulez, moi, je vais m'en tenir à ce problème de ces fondements, et aussi, par exemple, la façon de penser. Si vous avez une pensée qui est compartimentée en secteurs différents qui ne communiquent pas, c'est très difficile de penser, par exemple, le cours mondial de notre histoire, parce que c'est une série d'interactions et d'interférences entre des facteurs économiques, psychologiques, démographiques, religieux, etc., etc. Donc, c'est à ce niveau-là que je me situe, c'est au niveau des préliminaires indispensables et qui sont passés sous silence. Et c'est pour ça que je me suis donné la mission de faire cet exposé auprès de vous. Alors, je commencerai par vous dire que la conception de ce que c'est qu'être humain, eh bien, je dirais que la notion d'humain est une notion trinitaire, comme la Sainte Trinité composée de trois aspects indissolubles et rétroagissant l'un sur l'autre. Quels sont ces trois aspects? L'homme est un individu, évidemment,
mais en même temps, c'est un fragment d'une société. Et ce qui est intéressant, c'est que non seulement cet individu est à l'intérieur de la société, mais que la société est à l'intérieur de l'individu par son langage, par sa culture, par ses mœurs, par l'inhibition qu'il lui donne pour accomplir des forfaits, etc. Donc, l'homme est à l'intérieur de la société qui est à l'intérieur de lui, et on peut même dire que c'est la société produite par les interactions entre individus, mais que les individus sont produits en tant que pleinement êtres humains que parce que la société leur apporte le langage, la culture, la possibilité de développer leur conscience. De même, je dirais l'espèce. Nous faisons partie d'une espèce biologique dite Homo sapiens, et qui elle-même est le fruit d'une évolution que nous commençons à comprendre. Or, c'est évident que nous sommes produits par le système de reproduction biologique de notre espèce. Mais pour que notre espèce continue, il faut que nous-mêmes, nous les produisions en nous accouplant entre deux personnes de sexe opposé. Donc nous sommes des produits producteurs. Nous sommes dans la vie, mais la vie est en nous. Nous sommes dans le monde physique, mais le monde physique est en nous puisque nous sommes faits, les êtres vivants sont faits de molécules. Bon. Donc, voici les trois aspects dont il faut avoir conscience. Et pourquoi il faut en avoir conscience? Alors là aussi, ça devient un problème intéressant, puisque si vous ne voyez que l'individu, et c'est juste de penser que l'individu doit s'épanouir, alors là, vous êtes poussé vers l'anarchisme, le libertarisme, tout pour l'individu. Si vous pensez qu'au contraire, la société doit s'améliorer, alors vous êtes poussé vers le socialisme, qui veut dire une société meilleure que celle qui existe. Si vous pensez que c'est la communauté humaine qui doit s'épanouir, la fraternité, alors vous êtes poussé vers le communisme, c'est-à-dire l'idéologie de la fraternité. En tant qu'idéologie, je ne dis pas ce qui s'est réalisé sous ce nom-là. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces trois choses qui étaient plus ou moins liées au XIXe siècle se sont trouvées totalement dissociées et même se sont entrecombattues, puisque les communistes ont réprimé les socialistes, ils ont aussi réprimé les anarchistes, bref, tous ces éléments-là ne se sont disjoints. Mais c'est intéressant de penser que si nous voulons refonder une politique, il faut penser à ces trois termes et à quoi, puisqu'il y a aussi, nous sommes des êtres vivants, nous sommes dans la vie, tout en ayant une conscience qui dépasse la conscience des vivants, des autres vivants. Donc, c'est le terme de la conscience écologique qui nous relie à la nature. Donc, vous voyez que dès qu'on commence à penser ça, ça a quelques conséquences. Essayons d'unir ensemble l'amélioration des relations entre individus, l'amélioration de la société et de créer ce qu'on appelle aujourd'hui la solidarité ou la fraternité, qui est un besoin de plus en plus criant dans notre civilisation. Alors, ça c'est mon préliminaire. Et maintenant, je vais commencer par l'individu. Alors, là-dessus, c'est très curieux. On a une définition de homo. C'est homo sapiens, c'est-à-dire l'homme est daté, pas la sagesse, c'est la raison. C'est l'animal doué de raison. Mais on oublie que ça, c'est une polarité de l'humain et qu'il y a une autre polarité que j'appellerais homo demens, le délire, la folie. Alors, ne me dites pas que les fous, c'est une exception qu'on met dans les asiles, non. La moindre de nos colères est un petit accès de folie. La moindre de nos irritations est un petit début de folie. Et ce qu'on appelle, ce que les Grecs appelaient l'hubris, la démesure des conquérants, la démesure même d'une civilisation qui a voulu conquérir le monde, la démesure,
elle est possible, elle est présente. Et je dirais même que l'excès d'une passion qui n'est pas contrôlée par la raison est quelque chose qui arrive au délire. Alors, quoi? La raison, mais là, il y a une chose très intéressante, c'est les travaux de Damasio ont montré que même quand un centre rationnel est excité, il y a un centre émotionnel qui se trouve aussi excité. C'est-à-dire qu'on a toujours un sentiment, une émotion avec une idée rationnelle. Par exemple, le mathématicien qui travaille, qui pense sa mathématique, il aime sa mathématique, il a donc un sentiment d'émotion positive. Il n'y a que les économistes pour qui croient que seuls les chiffres donnent la réalité humaine, alors qui oublient que la réalité humaine ne se réduit pas au calcul, parce que ni le sentiment, ni l'amour, ni la peur, ni la haine, ni la rancune, ni tout ce qui est humain n'est calculable. Alors eux, ces économistes-là, ils sont dans une sorte de folie, de raison glacée, qui est aussi une forme de délire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devrions essayer de contrôler nos passions par la raison, mais aussi d'avoir les passions. Vous savez très bien que, par exemple, un professeur qui a la passion de ce qu'il enseigne et la passion des élèves est beaucoup plus convaincant pour faire entrer les connaissances et les idées rationnelles que le professeur qui va dépiter purement et simplement son cours. Donc, notre vie, c'est évidemment de toujours faire une dialectique toujours difficile, toujours risquée entre la passion et la raison. Mais si vous pensez à la politique, il faut savoir ceci, ce que les gens savent plus ou moins inconsciemment, puisqu'ils font souvent, les démagogues font appel à la passion, alors que les théoriciens essayent de faire appel à la raison. Mais nous savons très bien que le vrai problème en politique, c'est de pouvoir avoir une passion, une espérance, un sentiment de fraternité, et qui en même temps est toujours contrôlé par la rationalité. Donc vous voyez, on parle de base anthropologique, mais déjà on peut voir quelques lueurs sur la politique. Alors, je continue. On dit homo faber. On définit l'homme, l'être humain, par sa capacité de faire des outils, par sa capacité technique. Et c'est vrai, c'est énormément vrai, puisque ce n'est pas seulement depuis Néandertal, mais c'est aujourd'hui avec les missiles, avec les gratte-ciel, avec les supersoniques, avec les smartphones, avec l'intelligence artificielle. On voit les prodiges de la technique humaine. Mais en même temps, cet homme, Homo faber, est en même temps un Homo mythologicus ou religiosus, c'est-à-dire qui se nourrit de mythes, qui a besoin de mythes. Mais vous me direz non, pourquoi? Mais d'abord, je vous ferai remarquer que dès Néandertal, des morts étaient dans leur sépulture accompagnés de nourriture et de leurs armes. C'est-à-dire qu'il y avait la croyance d'une survie spectrale après la mort, ou bien ils étaient enterrés dans une position de fœtus, comme s'ils allaient renaître. Et ne me dites pas que les religions, c'est des histoires du passé. Bien sûr, les religions, les dieux de l'Olympe, les dieux assyriens, les dieux mésopotamiens, les deux Iraniens sont morts. Mais les religions sont vivantes aujourd'hui en Inde et dans les pays des monothéismes. Et ce qui est très intéressant, c'est que la société la plus matérialiste, la plus technique, la plus scientifique du monde, les États-Unis, est une des sociétés les plus religieuses du monde. Et c'est non pas seulement que le président prête serment sur la Bible, mais sur le dollar
la monnaie, le fric, vous avez in God we trust, nous avons confiance en Dieu. Et je donne le deuxième exemple. Pendant 70 ans, l'Union soviétique a voulu éradiquer la religion orthodoxe, comme toute religion d'ailleurs. Elle a fait profession d'athéisme. Et quand elle s'est effondrée, la religion orthodoxe est encore plus forte qu'avant sa prohibition. Ce n'était pas seulement chez les vieilles grand-mères, c'était aussi un besoin qui naissait par des générations qui n'avaient trouvé aucune poésie dans le catéchisme abstrait marxiste qu'on leur donnait et qui cherchaient la poésie de la vie, un sens dans la religion. Alors, vous savez très bien qu'après l'effondrement du communisme, qui lui-même était une religion de salut terrestre, car elle avait tous les caractères, disons, du judéo-christianisme. Parce que quels étaient ces caractères? Il y avait d'abord l'aspect messianique, l'aspect d'un futur merveilleux, d'un futur de l'harmonie, de la réconciliation quasi paradisiaque. La société sans classe, ça. Mais il y avait l'idée de l'apocalypse, c'est-à-dire la lutte finale, que dans la lutte finale, le capitalisme moribond userait ses dernières forces terrifiantes contre le prolétariat montant. Vous avez ceci. Et vous aviez la certitude, au lieu que la certitude soit fondée sur des évangiles, elle était fondée sur la science, ce qu'on croyait être la science, c'est-à-dire la certitude, parce qu'à l'époque, on croyait que la science était certaine, alors que on sait maintenant que la grande différence entre la science et la religion, c'est que la religion, elle est certaine, elle est sûre pour ses fidèles, alors que les théories scientifiques, elles, sont toujours critiquables, révisables et changeantes. Toutes les théories scientifiques du XIXe siècle, sauf la thermodynamique et la théorie de l'évolution, ont été abandonnées aujourd'hui. Donc, vous voyez à quel point le problème du caractère, du besoin mythologique, de mythe, de religion, de croyance est important, aussi important. Homo faber, il y a deux polarités très fortes. Et donc, si vous faites une politique ou bien fondée uniquement sur des croyances mythologiques, ou bien fondée uniquement sur de la pure rationalité, ben cette politique-là sera suffisante. Vous devez savoir que les humains ont besoin d'espérance et de croyance. Alors, il ne faut pas leur fabriquer des illusions, mais ça vous met en problème. Comment donner une espérance qui ne soit pas illusoire, qui ne soit pas menteuse? Voilà un grand problème de la politique que se trouve posé si vous réfléchissez à ça. Alors, troisième point, c'est au XVIIIe siècle qu'on a inventé l'homo economicus. L'homo economicus, c'est-à-dire l'homme qui cherche son intérêt de façon rationnelle. Or, c'est vrai que notre civilisation a de plus en plus développé cet aspect-là, du moins de recherche de l'intérêt, mais cette recherche peut être pas nécessairement rationnelle. Il y a des gens qui croient trouver leur intérêt en plaçant l'argent d'une certaine façon et qui se rendent compte que cet argent est placé dans des actions qui vont s'effondrer. Vous avez des gens qui peuvent se tromper sur leur intérêt. Mais disons, cela dit, c'est-à-dire que la rationalité n'est pas nécessairement là où voit son intérêt. Mais il y a un autre aspect, c'est un pôle. L'autre aspect a été très bien défini par un philosophe néerlandais qui s'appelle Huizinga, qui a écrit Homo ludens, c'est-à-dire l'homme du jeu, J-E-U.
c'est-à-dire le jeu. Là, c'est une sorte d'activité gratuite. On se donne pour le plaisir, au risque même de tout perdre. On se donne le plaisir. À quoi le philosophe français Georges Bataille a apporté cette notion très importante de dépense et de consommation. C'est-à-dire, la dépense, là aussi, il y avait des études ethnographiques qui montraient que dans des sociétés très anciennes, archaïques, on détruisait pour le prestige des objets précieux à soi. Mais sans aller jusque-là, il y a tout aspect, disons, de munificence, de dépenses, de gratuité. Et la consommation, c'est différent de la consommation. La consommation, c'est un phénomène de supermarché. Mais la consommation, c'est quand on se donne tout entier à quelque chose et qu'on risque de se brûler. Et vous savez, là aussi, quand vous regardez aussi bien les sociétés archaïques que les sociétés traditionnelles, qui sont des sociétés frugales, ou vraiment de sobriété, je dirais, obligatoire, hein, à cause du manque de ressources, eh bien, toutes ces sociétés frugales, elles ont besoin de fêtes. Et qu'est-ce que c'est que la fête? C'est le moment de l'excès, c'est le moment du délire, c'est le moment de la dépense, c'est le moment de l'ivresse, c'est le moment de la folie. Et s'il n'y a pas une compensation par la fête, par cette ivresse des jours quotidiens, eh bien la civilisation est bien triste. Donc, si vous voulez, voici aussi cet aspect-là. Déjà les anciens Romains avaient cette devise pour le peuple romain, panem et circenses, c'est-à-dire donnez-leur du pain et donnez-leur des jeux de cirque. Mais là, aujourd'hui, ce n'est pas des jeux de cirque, il s'agit de satisfaire ce besoin de jeu, ce besoin de désintéressement, ce besoin de donner à autrui, ce besoin de gratuité qui existe aussi chez nous, même dans notre civilisation actuelle. Alors, cela étant dit, si nous regardons toutes ces bipolarités, nous arrivons à une idée qui est l'opposition entre la prose de la vie et la poésie de la vie. Alors, la prose de la vie, ce sont les choses que nous faisons par obligation, par certitude, sans aucun plaisir. Mais la poésie de la vie, c'est ce qui nous dilate, c'est ce qui nous épanouit, c'est ce qui se fait dans la ferveur, dans l'amour, dans la musique, dans un spectacle sportif, dans l'amitié, dans la tendresse, dans l'amour, dans l'effusion. Et si vous voulez, dans le fond, Hölderlin, le grand poète, il disait « Poétiquement, l'homme habite la terre ». Et oui, mais il habite aussi prosaïquement. Et le problème est, si vous voulez, que chacun, au maximum, puisse vivre poétiquement et qu'il vive de moins en moins, qu'il soit de moins en moins accablé, prisonnier de la prose de la vie. Alors, vous me direz, mais la politique ne peut pas inoculer la poésie aux gens. Non, mais elle peut créer des conditions. Quand nous vivons aujourd'hui dans une société tellement bureaucratisée, tellement surchargée. Moi, j'étais l'autre jour aux urgences de l'hôpital Ambroise Paré à Boulogne, où j'ai vu une attente interminable de civières, de clopés de partout, avec une seule secrétaire surchargée qui traite les choses comme des objets, etc. Nous voyons que ce qui aurait pu être un peu de geste, de souci, d'attention, d'affection, de courtoisie, tout ceci disparaît
dans un monde de plus en plus inhumain, soumis à la compétitivité, à la rentabilité, aux économies drastiques, qu'on fait des économies sur l'hôpital, service public qu'on veut transformer presque en entreprise commerciale. Donc, si vous voulez, c'est évident que ce problème de la poésie, de la vie, plutôt de l'envahissement de la prose avec ses caractères les plus sordides, est un problème essentiel qu'il faudrait que politique est présent dans leur esprit. Alors, j'ai parlé de l'individu. Maintenant, je peux parler du problème de la relation entre l'individu et la société. Il est certain que quand on a affaire à des sociétés où les individus sont des sujets, à part une petite élite du pouvoir, il est évident que l'individu est contraint à l'obéissance et n'a aucun droit. Ce n'est que quand il y a un minimum de démocratie que le sujet se transforme en citoyen, c'est-à-dire qu'une personne responsable qui a des droits et qui a des devoirs, c'est-à-dire ses droits d'expression, ses droits à la liberté, ses droits à l'éducation, ses droits au respect, eux-mêmes doivent être compensés par son souci solidaire de la communauté à laquelle il appartient. Donc, vous avez tout ça. Et là-dessus, nous commençons à déboucher sur des problèmes proprement de politique que je ne vais pas développer ici. Ce que je peux dire, entre parenthèses, c'est que quand j'ai réfléchi sur ces questions, j'ai fait, disons, 3 livres sur la question. Le plus complet, le plus récent s'appelle La Voie, dans lequel j'essaye de formuler la voie qu'on pourrait suivre éventuellement, c'est-à-dire enfin, je viendrai plus tard, et j'ai fait un livre qui s'appelle Une politique de civilisation, c'est-à-dire qui, pour résister aux pires aspects qui se développent dans notre civilisation, pour développer les meilleurs. Et j'ai écrit aussi Introduction à une politique de l'homme. C'est pour dire que ces problèmes sont présents, mais au niveau où j'en parle, je dis ça, je renvoie à la politique. Alors j'en viens à cette question de rapport entre l'humain et l'espèce. Ce qui est certain, c'est que nous sommes des primates. Nous sommes des primates et dans cet univers des primates, il s'est passé une chose extraordinaire. Il s'est passé, comme le montrent les travaux de Anne d'Ambricourt-Manassé, il s'est passé qu'au stade embryonnaire, il y a eu la tendance, au cours des générations, à la colonne vertébrale d'horizontale à se redresser. Elle a commencé à se redresser chez les singes, chez les chimpanzés, chez les gorilles, chez les orang-outans, chez les hominiens. Et ce redressement a conduit à ce moment-là à l'épipédie, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a eu une réorganisation créatrice de notre cerveau, notre cervelet, de nos canaux subcirculaires, pour nous permettre de tenir un équilibre sur 2 pieds. C'est très difficile et nous le faisons spontanément. Donc, nous sommes des primates devenus droits, du même coup bipèdes. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous sommes aussi des mammifères. Et d'ailleurs, nous avons des seins. Même les hommes ont des petits bouts de tétons. C'est incontestable, nous sommes des mammifères, nous avons des mamelles. Et nous avons hérité beaucoup de choses des mammifères. Nous sommes des vertébrés. Bon. Nous sommes des polycellulaires, des animaux polycellulaires. C'est évident. Mais alors, nous savons maintenant que nos cellules sont elles-mêmes des héritières, les sœurs, les filles
des premières cellules qui sont apparues sur Terre. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que de notre façon singulière, bien que nous ayons un destin différent des insectes, différent des reptiles, différent des oiseaux, nous portons en nous toute l'histoire de la vie depuis les premières cellules. Nous sommes vivants, mais en même temps que nous sommes vivants comme tous les vivants, mais nous sommes en même temps avoir la conscience, la culture, et être à la fois différent tout en étant semblable aux autres vivants. Alors ceci, quand même, doit nous donner un sentiment profond de relation avec la nature que notre civilisation a coupée. Pourquoi elle a coupée? Parce que ça vient premièrement de la Bible, parce que dans la Bible, Dieu crée l'homme à son image, à lui, différent des autres animaux. Ça vient aussi de Paul, qui dit que le chrétien qui a la foi aura la résurrection, alors que bien entendu, aucun chien à sa même mère ne sera bénéficiaire de la résurrection. Donc, l'homme a un destin supranaturel, et en plus, avec la société moderne qui se crée au XVIIe siècle, pour Descartes, le monde animal est fait de machines, insensibles comme les machines que l'on fabrique, et il crée un fossé fondamental entre l'animal et nous, entre l'esprit et la chose matérielle. Et il a fallu attendre 1970-80 pour qu'on commence à apparaître une petite conscience écologique qui montre que cette nature que nous dégradons, nous en faisons aussi partie, et qu'en la dégradant, nous dégradons notre propre civilisation, notre propre vie. Mais nos cellules sont faites de molécules, et c'est ça aussi la merveille de l'organisation, de la complexité de l'organisation vivante, parce que la bactérie est faite uniquement de molécules, et dès qu'apparut l'organisation vivante, cette organisation a créé des qualités qui n'existent pas dans les molécules conçues séparément, c'est-à-dire la possibilité de se reproduire, de se réparer, de connaître et de se régénérer. Car vous savez très bien que nous sommes notre activité, même quand nous dormons, notre cœur bat, nos poumons respirent, notre sang circule, nous gaspillons de l'énergie, et donc nous devons nourrir notre autonomie en nous prenant de l'alimentation, c'est-à-dire en dépendant du milieu naturel. Là aussi, c'est une relation d'autonomie et de dépendance. Donc, je reviens au côté physique. Donc, nos molécules sont elles-mêmes faites d'atomes. L'atome de carbone, c'était produit de la rencontre entre trois radium et dans une étoile antérieure à la nôtre. Et puis, avant, il y a eu les atomes, il y a eu les particules, dont sont faits nos atomes. Donc, nous avons en nous des particules qui se sont créées à l'origine des temps, peut-être il y a 14 milliards d'années. Donc, nous avons, à notre façon singulière, toute l'histoire de la vie en nous. Alors, c'est assez intéressant parce que nous voyons, tout en étant séparés, nous faisons partie de cet univers. Et c'est ici, alors que l'on peut arriver à comprendre un peu comment régénérer notre humanisme, qui, à mon avis, est nécessaire aussi à la pensée politique. Alors, je dirais tout d'abord
qu'il y a un humanisme ambigu. Pourquoi ambigu? Parce qu'il a deux aspects. D'un côté, c'est l'humanisme des droits de l'homme qui s'est élargi en droit de la femme, en droit de tous, c'est-à-dire que tout être humain, quel qu'il soit, son origine, son âge, son sexe, tout ça, a droit à la reconnaissance de la plénitude d'être humain, ce qu'on appelle la dignité humaine, c'est-à-dire doit être reconnu comme humain à part entière et non pas comme un fragment d'humain, comme un sous-humain, comme quelque chose d'infra-humain. Ça, c'est la première chose fondamentale. Mais l'autre aspect de l'humanisme, c'était quoi? C'était de dire la mission de l'homme est de dominer la nature et de conquérir le monde. Ça pouvait sembler avoir quelque sens à l'époque où le monde, c'était uniquement le système solaire et on était quand même très bien placé du point de vue planète à côté de notre Soleil, qui est, je le dis entre parenthèses, notre Dieu, parce que sans le Soleil, les plantes ne pourraient pas assimiler l'énergie, elles n'existeraient pas, les animaux ne pourraient pas manger des plantes, nous ne pourrions pas vivre. Donc le Dieu incontestable, ce que savaient très bien les Indiens précolombiens, Inti, le Dieu Soleil. Bon, vénérons-le. Je ferme cette parenthèse. Donc, je dirais que nous sommes dans un univers où donc, la conquête de l'univers est devenue grotesque et absurde dans la mesure où nous savons que le Soleil est un petit astre de banlieue dans une galaxie énorme mais périphérique qu'est la Voie lactée, dans un univers qui n'a aucun centre, fait des milliards d'étoiles, de galaxies. Voilà, c'est ça la situation. Donc, qui nous amène à nous soucier très étroitement du problème de notre Terre, de notre planète, etc. Mais, je veux dire, il y a une chose que je viens d'oublier de dire, c'est que dans toute refondation politique doit avoir une conception de l'histoire. Je vous l'ai dit que Marx avait une conception de l'histoire qui était menée par les conflits de classe et le développement des forces productives. Il y a effectivement cet élément-là, mais il oubliait, avec son déterminisme, le côté shakespearien de l'histoire humaine. Shakespeare dit cette histoire pleine de bruit et de fureur, comme un récit fait par un idiot et qui ne ressemble à rien. C'est la phrase de Shakespeare. C'est-à-dire le caractère dément, délirant, destructeur, tueur de l'histoire humaine. Ce mélange de rationalité et de délire, justement, d'hubris, de folie, typiquement de l'homo démens. Alors, l'histoire, c'est ça, et nous le voyons aujourd'hui en Syrie, nous le voyons aujourd'hui en Afghanistan, nous le voyons au Yémen, nous le voyons dans tellement, tellement d'endroits. Et donc, si vous voulez, alors, nous devons savoir que c'est ça l'histoire, et que ce qui est grave, c'est que quand un conflit dépasse un certain seuil au-delà duquel le compromis n'est plus possible. Ainsi, par exemple, quand la guerre d'Algérie a duré après 1956, elle a commencé en 1954, mais en 1956, il y a eu le gouvernement de Guy Mollet et avec Mendes France qui aurait pu éventuellement négocier la paix. Et ça n'a pas pu avoir lieu, avec des obstacles du reste des deux côtés. Et la guerre a pourri. Et la guerre a pourri, elle est devenue atroce, et pas seulement elle est devenue atroce, elle a failli installer une dictature en France que seul le génie de De Gaulle, qui lui-même avait été porté au pouvoir par un putsch généraux,
lui s'est retourné contre ses généraux et il a pu empêcher cette dictature qu'on aurait subie comme la dictature de Franco. Mais l'Algérie, elle, n'a pas pu éviter la dictature du FLN. Donc, à un moment donné, on dépasse certains seuils et on arrive à la catastrophe. C'est ce qui s'est passé en Syrie, etc. Donc, là aussi, il faut savoir l'art du compromis, non pas pour le plaisir de faire des compromis, mais il y a des moments pour éviter le pire et le pire qui arrive à un moment. Donc, voici le problème de l'histoire. Et alors, il y a aussi une chose très intéressante qui est l'arrivée de l'inattendu. L'inattendu, ça peut être l'accident, ça peut être l'événement, mais c'est quelque... Regardez, vous avez tous, ou presque tous, oublié que la période de l'élection présidentielle a été une succession d'inattendus. La démission du président Hollande, la candidature triomphante de François Fillon, la déconfiture de François Fillon, l'aventure solitaire de Emmanuel Macron, la décomposition du Parti socialiste, la déconfiture de l'UFLN, enfin tous ces événements-là, la constitution d'un gouvernement de briques et de broc, tout ça a été absolument inattendu. Et maintenant, tout le monde trouve ça absolument normal. C'est comme le fait qu'il y ait réussi en URSS la perestroïka, c'est-à-dire où Gorbatchev, secrétaire général du Parti communiste, a été l'artisan principal de la destruction du communisme. Et d'une façon consciente, il voulait la réforme, mais là, le cours impétueux de la réforme est allé beaucoup plus loin qu'il ne voulait. Et penser qu'en Espagne, Juan Carlos, le roi Franco, le dictateur, a nourri de son franquisme celui qu'il installait comme roi, et ce roi, devenu Juan Carlos, il a instauré la démocratie. Donc vous voyez l'inattendu surgir. Et vous avez aussi le phénomène de la créativité humaine, qui elle aussi est quelque chose d'inattendu. Par exemple, quand Fermi, le physicien atomiste Fermi, en 1930, découvre la structure de l'atome, il fait une découverte très intéressante pour la connaissance, mais qui ne semble avoir aucune conséquence pratique. Mais quand la guerre approche, quelques scientifiques se disent, mais peut-être cette énergie qui est comprimée dans l'atome, on pourra peut-être la libérer, peut-être pour en faire une bombe. Et cette idée vient chez certains, en France, Joliot-Curie, en Allemagne, aux États-Unis. Et vous savez que cette découverte purement spéculative a donné lieu à l'alarme de destruction la plus meurtrière qui aujourd'hui peut anéantir l'humanité. Donc, vous voyez que nous sommes dans une histoire aléatoire, inattendue, et on oublie souvent le rôle, je vais y revenir, de la créativité humaine. Alors, j'en ai encore pour 10 minutes. Alors, la réflexion sur l'histoire, c'est aussi évidemment la réflexion sur la mondialisation. Bon, bien entendu, il y a eu des courants mondiaux, déjà dans l'Antiquité, la route de la soie entre la Chine et l'Empire romain, il y a eu Marco Polo, il y a eu tout ça, mais il y a eu la conquête de l'Amérique, la colonisation des Amériques, il y a eu tous ces événements qui étaient de nature planétaire, qui ont créé une ère planétaire. Mais ce qu'on appelle la mondialisation commence en 1989 par deux phénomènes concomitants. Le premier, c'est effectivement l'effondrement de l'URSS et la pénétration par l'économie marchande, libérale ou capitaliste dans tout le monde entier, pas seulement dans l'ex-Union soviétique, mais y compris en Chine, avec l'aimable complicité du Parti communiste. Bon. Alors là, l'univers est unifié économiquement. Et puis il est unifié techniquement. Pourquoi? Parce que c'est le moment où, à travers le fax, à travers après
Internet, un réseau de communication instantanée va se développer sur toute la planète en état de communication permanente. Et on aurait pu penser, et déjà du reste, M. Alain Minck avait parlé de la mondialisation heureuse et disait que c'était un moment merveilleux, mais on avait oublié que cette unification purement techno-économique, elle se faisait en suscitant une inquiétude, une résistance des cultures qui ne voulaient pas être homogénéisées uniquement sur le modèle occidental. Et nous avons vu aussi que, corrélativement, la mort de la religion de salut terrestre avec le communisme et que les incertitudes du futur de plus en plus grandes, c'est-à-dire l'abandon de cette croyance naïve dans un progrès historique continu que le bon Condorcet avait répandu dans notre monde, et l'angoisse, l'incertitude, la fin de la religion terrestre ont redonné un souffle nouveau et formidable aux religions de salut céleste. Et celles-là, elles sont bien résistantes, parce que sur Terre, on a pu vérifier que ce n'était pas du tout ce paradis que prétendait le régime soviétique, mais dans le ciel, personne ne peut vérifier. Alors elles ont un bel avenir devant elles. Et l'homo mythologicus, l'homo religiosus, réapparaît en plein déchaînement de la civilisation technique. Donc, nous voici donc dans cette époque. Alors, ça mériterait ensuite plusieurs conférences, mais je vais être très rapide. Ce qui est très intéressant, c'est que la planète est propulsée par 3 moteurs couplés: science, technique, économie. Et aucun moteur n'est contrôlé. Vous savez que le propre de la science, c'est de ne pas être programmé à l'avance, programmé, les grandes découvertes arrivent, et la science se déchaîne comme un chantier tumultueux, sans aucun contrôle, et commence à faire des progrès incroyables dans tous les domaines, mais sans qu'on sache, avec des possibilités du bien comme pour le mal, aussi bien dans les manipulations génétiques que dans la création de robots. Bon. Alors donc, la science, la technique non plus n'est pas contrôlée. Vous savez que la technique qui sert à maîtriser les forces matérielles de l'univers sert aussi à contrôler les humains qui contrôlent ces forces. Bon. Ça a servi aussi bien les humains que la matière. Et quant à l'économie, elle est aussi incontrôlée. Ne me dites pas que la FMI contrôle. On a dit que l'économie était régulée, on a vu les crises arriver, et personne ne sait si de nouvelles crises vont pas arriver. Et en plus, une énorme inégalité s'est développée dans le monde. Et donc, si vous voulez, voilà les 3 forces qui sont incontrôlées, qui propulsent le monde. Elles le propulsent dans 2 directions opposées. D'un côté, c'est ce qu'on appelle le transhumanisme ou la post-humanité, c'est-à-dire la possibilité aux organismes humains de rester jeunes tout en vieillissant, avec la promesse mythologique de l'immortalité qui est une stupidité parce que nous n'arriverons pas à liquider ni les virus, ni les bactéries. Ils ne sont pas si bêtes que ça, et nous n'arriverons pas à éliminer les accidents technologiques, et de toute façon, nous n'arriverons pas à arrêter l'extinction du Soleil, même si elle arrive dans 2 milliards d'années, et le changement de la Terre. Enfin, pas d'immortalité, mais des changements, mais un nouveau monde, et avec cette idée aussi du transhumanisme, qu'une société contrôlée par des algorithmes, c'est-à-dire bien contrôlée par le calcul et le programme, est une société harmonieuse, alors qu'elle détruirait toute la diversité, tout l'inattendu, toute la créativité. Et d'ailleurs, le mythe de cet transhumanisme, c'est l'homme augmenté. Ce n'est pas l'homme amélioré, ce n'est pas l'amélioration des relations humaines, ce n'est pas un peu de bonté, ce n'est pas un peu de gentillesse, ce n'est pas un peu d'humanité, c'est l'augmentation. C'est toujours le calcul, le règne du quantitatif qui est celui de l'argent et du calcul. Donc,
voici ce transhumanisme qui peut-être bénéficiera à une petite partie de l'humanité et créant une nouvelle race des seigneurs. Et de l'autre côté, le même processus scientifico-technique, économique, il produit des catastrophes. Première grande catastrophe, c'est la dégradation de la biosphère. Ce n'est pas seulement le changement climatique, ce qui est un des éléments, c'est la dégradation de la biodiversité, et c'est aussi ce qu'on oublie qui est très important, c'est la dégradation de nos sols et de notre alimentation par l'agriculture et l'élevage industrialisé, contre lesquels on commence un petit peu à réagir, mais qui continuent parce que sont énormes les intérêts économiques et les lobbies qui sont là pour continuer. Donc vous avez une machine à dégrader la terre, la vie, nos vies, notre vie en société, et en plus, les mêmes progrès de la science non seulement multiplient et miniaturisent les armes nucléaires, mais on crée de nouvelles armes de toutes sortes, pas seulement chimiques et autres, dont l'arme informatique qui permet de saboter tout le système d'Internet d'une nation et de rendre cette nation, d'écraser la vie de cette nation. Nous avons les pouvoirs de destruction incroyables qui sont mis en marche et dont nous ne savons pas. Alors nous avons ces deux possibilités, une sorte d'euphorie transhumanisme, mais qui est, dans le fond, qui est inhumaine, en se croyant surhumaine, et de l'autre côté, des catastrophes qui vont peut-être nous réduire à la sous-humanité, comme on voit dans le film Mad Max. Alors, on ne sait pas. Nous sommes dans cette incertitude. Nous ne pouvons pas. Mais nous devons être conscients qu'il faut essayer de penser le processus dans lequel nous sommes emportés. C'est capital. Pensez-le. Et si nous pensons ceci, peut-être nous pouvons commencer, alors cette fois, à avoir un humanisme régénéré qui peut intervenir. Alors, je reviens à cet humanisme que j'avais prématurément avancé. Donc, ce n'est pas seulement tout être humain mérite notre reconnaissance de sa plénitude humaine, non. Il y a aussi cet élément nouveau qui est qu'aujourd'hui, avec la mondialisation et l'interdépendance entre toutes les nations et la communauté de périls, comme le péril écologique qui est pour tous les humains, comme le péril nucléaire qui est pour tous les humains, il y a une communauté de destin de tous les êtres humains. Et l'humanisme régénéré, aujourd'hui, ne s'adresse pas à l'homme comme si c'était alors qu'à l'époque, au XVIIIe siècle, les Chinois étaient inconnus, les Zoulous étaient inconnus. Là, maintenant, nous sommes tous en relation. Donc, il y a une communauté de destin. Et la tragédie, c'est que nous n'en prenons pas conscience, parce que la crise actuelle, avec ses incertitudes et ses angoisses, font que l'on tend plutôt à se replier sur sa propre identité, sa propre culture. On a peur de l'étranger, de l'Europe, du monde. On a peur surtout, on se referme au lieu d'aller dans le sens de la conscience commune qui permettrait d'agir vraiment au niveau planétaire. Donc, l'humanisme régénéré, c'est la conscience de la communauté de destin de l'humanité. C'est la conscience aussi, je dirais, anthropologique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les êtres humains, c'est l'unité de l'humanité et sa diversité. Or, humanité et diversité ne sont pas deux notions opposées. Bien entendu, tous les êtres humains, ils sont semblables génétiquement, cérébralement, physiologiquement, etc. Ils ont tous capacité de souffrir, d'aimer. Mais les caractères sont différents, les cultures sont différentes, les mœurs sont différentes, les langues sont différentes. Autrement dit, le trésor
de l'unité humaine, c'est la diversité humaine, cette richesse créatrice dans tous les domaines. Et le trésor de la diversité humaine, c'est l'unité humaine. Donc c'est ça qui doit aussi entrer dans la conscience de l'humanisme régénéré. Et enfin, le dernier élément, c'est la conscience que nous sommes, chacun d'entre nous, une particule, un moment, dans une gigantesque aventure. C'est une gigantesque aventure, et je dirais mystérieuse, inconnue de l'humanité. Penser que ça a commencé avec ce redressement dont j'ai parlé, qui est arrivé à cette bipédisme, à cette libération des mains, à ce développement du cerveau, mais encore chez des ancêtres qui vivaient de chasse et de cueillette, de penser qu'il y a eu toutes ces histoires de civilisation, toutes ces destructions, toutes ces créations, cette aventure qui continue aujourd'hui avec la mondialisation et qui elle-même est la continuation de l'aventure de la vie, qui elle-même est la continuation de l'aventure du monde. Pourquoi ? Mais parce que nous trouvons dans l'aventure humaine les mêmes éléments fondamentaux que dans l'aventure de la vie du monde. Héraclite, le philosophe grec de 6 siècles avant nous, a dit les paroles les plus profondes qui ont confirmé la cosmologie de l'astrophysique. Que disait Héraclite ? Il disait « Tout est né de concorde et de discorde ». Or, c'est vrai, quand nous voyons ce que nous racontent les astrophysiciens des débuts de l'univers, nous voyons des forces de reliance, d'union, qui associent les particules, qui associent les atomes, qui associent tous ces éléments dans les astres, qui associent les astres dans des systèmes solaires et dans des galaxies. Nous voyons des forces d'association, de liaison, et en même temps, nous voyons des forces de destruction, la destruction de l'antimatière par la matière, des chocs de particules, des soleils qui explosent. Le deuxième principe de la thermodynamique, qui est un principe de dégradation généralisée, nous voyons concorde et discorde inextricablement liés, et ce que pourrait appeler déjà, que Freud avait rappelé en ces termes mythologiques, le lien indissociable et pourtant antagoniste entre Eros et Thanatos. Et ce lien, cette bataille est incessante, elle continue dans la vie. Qu'est-ce que c'est l'histoire de la vie ? C'est l'histoire des écosystèmes, c'est-à-dire où des espèces différentes, par différents moyens, s'entre-organisent pour faire cette organisation qui elle-même est celle de la biosphère. Nous voyons partout donc des forces, et d'ailleurs aujourd'hui on commence à découvrir des forces de coopération. Déjà Kropotkin l'avait découvert, la coopération, pas seulement dans une même espèce, mais entre des espèces différentes, comme entre champignons et arbres. Et donc des phénomènes de coopération, d'organisation, et en même temps de destruction, puisqu'évidemment nous mangeons les plantes, les animaux au centre, les gros carnassiers mangent les petits animaux, etc. Et nous-mêmes, nous sommes des tueurs, nous mangeons de la viande. Donc, si vous voulez, les forces de la vie, dans la vie est une série et toujours ce conflit entre les forces d'union, de relation, d'organisation et les forces de dissociation, de destruction. Et l'histoire humaine aussi, c'est ce combat infini, interminable entre Eros et Thanatos, où tantôt l'un prend le dessus, tantôt l'autre, ce qui est le cas malheureusement actuellement. Et alors, qu'est-ce que c'est ? L'humanisme régénéré, en plus, disons, des droits humains, en plus de la conscience de la communauté destin, c'est la conscience de faire partie d'une aventure incroyable et prodigieuse et prendre le parti d'Eros contre Thanatos. C'est bien.